NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Oh là là. NordVPN vous permet de chiffrer vos données pour masquer votre position IP, vos données de navigation et qu'elles soient invisibles aux yeux des curieux qui aimeraient les lire. Alors personnellement, je suis un grand fan de NordVPN parce qu'ils me soutiennent depuis des années et ils me permettent de faire n'importe quoi. NordVPN, ils m'ont tellement donné d'argent que je dois pouvoir les inviter en vacances. avec leur argent du coup. NordVPN, c'est aussi le changement d'emplacement virtuel pour profiter de plein d'avantages disponibles uniquement à l'étranger. Vous pouvez faire des économies sur certains produits et services comme les locations de voitures, les hôtels ou même les vols. C'est vrai que NordVPN, d'une certaine façon, te permet d'aller sur internet sans qu'on voit ce que t'y fous. C'est vrai que quand j'étais au Crous, j'aurais adoré avoir NordVPN. Tout était bloqué au Crous. Ngex était bloqué, il voulait pas qu'on rigole. Loin de moi l'idée de vous dire qu'il faut aller voir des trucs bizarres sur internet et c'est pas grave parce qu'il y a NordVPN. MyTF1, Sisplay ou encore MyCanal sont uniquement dispo en France. Et NordVPN est idéal si vous êtes en déplacement à l'étranger. Et oui, si vous êtes en vacances sous les cocotiers, les palmiers, tout ça et que vous vous dites putain, j'ai envie de regarder Joséphine Ange Gardien. Et ben paf, NordVPN. Il y a bien des gens qui bouffent leur caca, hein. Et avec NordPass, votre gestionnaire de mots de passe, vous pouvez sécuriser l'intégralité de vos données. NordVPN, c'est aussi la protection anti-menace avec un bouclier contre les malwares et virus. Dégueulasse. C'est comme une personne au-dessus de toi qui t'empêche de faire des conneries. NordVPN, c'est maman. Dégueulasse. C'est une daronne, mais c'est une daronne qui va sur internet. Et en plus, tu peux pas consulter son historique. Dégueulasse. Ah. Quel meilleur cadeau pour la fête des mères qui est dans 3 jours qu'un VPN. NordVPN est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Disponible jusqu'à 10 appareils en simultané. Et avec le lien en description, c'est 4 mois d'abonnement supplémentaire offert pour tout abonnement de 2 ans. Merci à NordVPN pour leur soutien et bonne vidéo. Fast and Furious, vous connaissez? Mais si, le film qui fait stustu, brap brap, enfin bref, vous avez compris. On peut penser ce qu'on veut, mais le film a eu au moins le mérite de mettre en lumière des voitures incroyables, comme la Toyota Supra, la Honda S2000 ou encore la Skyline GTR 34. Voiture qui s'est fait connaître dans ce film, ce qui est à la fois son plus grand avantage et son plus grand défaut. Et aujourd'hui, c'est des millions de gens à travers le monde qui ne rêvent que d'une chose, posséder une GTR 34. Mais c'est sans forcément savoir qu'en réalité, c'est l'une des voitures les plus intéressantes de son époque. Car si en version de base, cette voiture n'a rien demandé à personne, dans sa version sportive, Nissan va faire reposer sur ses épaules tous les espoirs de la marque et la transformer en un monstre. Sauf que quand Nissan se décide à transformer une berline paisible en véhicule de course, ils y mettent les moyens. Et l'idée, c'est de lui donner toutes les cartes pour en faire un monstre. Godzilla, son surnom. Sauf que l'idée, c'était pas seulement faire une voiture de course. Oh non, il y a plein de trucs à faire avec cette caisse. La voiture doit être performante, la voiture doit gagner des courses et la voiture doit être une vitrine technologique. Tout ça dans un seul modèle. Disons que ça faisait déjà quelques années que Nissan avait commencé à fracasser la concurrence en compétition. Avec déjà la R32. Nissan GTR 32 qui était tellement performante qu'elle a fini par être interdite de certaines compétitions. Moi, les mardis, en général, je prévois autre chose que d'enterrer psychologiquement tous mes concurrents. À la fin des années 80, Nissan, dans sa GTR 32, s'est décidé d'ajouter plein de technologies de compétition dans une voiture de route. C'est comme ça que la première GTR moderne, la GTR 32, se verra agrémentée de 4 roues motrices, directrices et vectorielles. Disons qu'entre 1990 et 1993, la GTR 32, qui était engagée en championnat de tourisme japonais, a gagné 29 courses d'affilée. Et la GTR 33 qui a suivi a fait exactement la même chose. Et on arrive à la GTR 34. Alors on n'a même pas l'habitude de les voir, mais cette voiture à la base est une berline qui n'a rien demandé. Même si sur cet exemplaire GTR, carrosserie, châssis, moteur, il n'y a quasiment rien de commun avec la R34 de base. Et si cette voiture prend la base d'une berline classique, celle-ci est tellement modifiée qu'en vrai, on peut se poser la question si elle est encore homologuée. Vu qu'on parle d'une déclinaison sportive, évidemment qu'on retrouve le pack classique avec des gros freins, des gros pneus, des voies élargies et même des trains roulants super travaillés. D'accord, on sait, on connaît. Mais la GTR 34,
elle y ajoute de la technologie par-dessus, puisqu'ici nous avons 4 roues motrices. En plus d'avoir 4 roues motrices, la voiture a un ordinateur qui permet de savoir à quelle roue on peut envoyer le plus de puissance. Par exemple, si la voiture commence à se mettre en travers, la voiture va le savoir et la voiture va envoyer de la puissance à la roue qui va lui permettre de reprendre de l'adhérence. Dit comme ça, on comprend rien, mais quand tu vois une R34 en travers, tu comprends directement. Voilà, ça c'est ce bon vieux Keiichi Tsuchiya qui est en train de nous faire des dingueries, oui, à l'époque il les mettait en travers un peu facile. En plus d'avoir 4 roues motrices vectorielles, cette voiture a aussi 4 roues directrices puisque les roues arrière accompagnent les roues avant pour aider à faire pivoter la voiture. C'est l'équivalent d'une Renault Mégane. Ok, c'est vrai, Renault l'a fait aussi sur sa Laguna, c'est vrai. Est-ce que tu vois le concept d'un tank? Un tank il tourne pas parce que les chenilles tournent. Un tank il tourne par le différentiel de vitesse entre les chenilles. Et ben une GTR c'est pareil. Si tu fais tourner les roues plus fort d'un côté de la voiture ou d'une face de la voiture, tu peux obtenir que la voiture pivote un peu sur elle-même. La Nissan GT-R 34 a eu de nombreuses victoires en compétition, notamment, encore une fois, grâce à son châssis de folie. Mais pas que! Avoir un super châssis, c'est trop bien. Mais si tu peux avoir un super moteur, c'est encore mieux. Super moteur. Avant de vous parler du moteur de cette voiture, il faut d'abord que je vous parle de politique. Dans les années 80 et 90 au Japon, la violence routière a commencé à exploser. À la faveur de l'apparition des moteurs turbo au Japon qui commençaient à devenir franchement performants, des gangs se sont mis en place pour aller faire n'importe quoi sur la route. T'avais des trains de dizaines de bagnoles modifiées qui faisaient n'importe quoi en ville. Et c'était super dangereux. Et même si les policiers ont commencé à s'équiper en conséquence avec des voitures un peu performantes, ils étaient tellement nombreux qu'ils pouvaient pas y faire grand chose. Et est arrivé alors le Gentleman Agreement. L'État japonais a ordonné à tous les constructeurs de brider leur voiture à 280 chevaux. Et cette voiture que vous avez sous les yeux est elle aussi bridée à 280 chevaux. Sur le papier. C'est aussi pour ça que je vous disais qu'on parle de politique, puisque cet accord entre gentlemen était surtout là pour faire joli aux élections. Dans les faits, cette voiture fait plutôt 320 ou 330 chevaux parce que... Nous avons sous le capot un 6 cylindres en ligne de 2,6 litres de cylindre, et ce qui en soi n'est pas fou, sauf quand il met 2 énormes turbos. Si vous avez bien écouté cet épisode, je vous rappelle que cette voiture était faite pour être engagée en course, donc ce moteur est fait pour être préparé. Ce moteur, dans cette définition de série, n'est qu'une base à la voiture de course, et ce moteur était surtout connu pour prendre un bon 500 chevaux facile. Et c'est pour cette raison que la plupart des modèles disponibles sur le marché de l'occasion aujourd'hui sont des modèles modifiés. Celui-ci en fait partie. Un peu. L'intérieur en soi est assez classique et j'aurais pas grand chose à vous dire si ce n'est qu'il y a une petite envie d'essai quand même. On retrouve les classiques japonais à base de plastique gris, mais c'est pas les mêmes. Genre ça c'est gris clair, mais ça c'est gris foncé, et ça c'est gris mais un petit peu cuivré. Le pire c'est que même les nuances de noir ne sont pas les mêmes sur deux plastiques qui sont pourtant voisins. Et même si l'intérieur est quand même globalement bien fini, il y a un petit côté maison de retraite. Mais après, c'est maison de retraite dans le sens où tu sens qu'ils en avaient juste rien à foutre. Fallait que ça roule vite. Et ça tombe bien, ils ont mis un écran pour le savoir. Je rappelle que nous sommes en 1999 et que le concept de mettre un écran dans sa voiture, c'est une dinguerie. Et si cet écran à la base est vendu comme un écran qui permet de savoir ce qui se passe dans la caisse, dans les faits, il servait surtout aux préparateurs pour avoir des infos sur la prépa. Après, il y a des voitures comme ça où il n'y a pas grand chose à raconter. Il y a 2 cendriers, je sais pas, peut-être que si t'en as terminé un, tu peux peut-être remplir le deuxième, on sait jamais. Et même si d'un côté t'as l'écran qui est super ouf, qui est là pour te hurler que la voiture doit être modifiée, et qui embarque d'ailleurs une fonction télévision, parce que pourquoi pas, le reste est quand même chiant à mourir. Voilà, alors on va aller rouler et on s'emmerdera quand même vachement moins. Ça lui souffle dans les bronches. Waouh! Je confirme, il y a des turbos sous le capot. Le premier truc qui saute à la gueule dans une GT-R 34, le premier truc. Tu viens à peine de monter dedans, t'as rien fait. Le premier truc en dehors des turbos qui te hurle à la gueule, c'est que c'est comme un bon vieux pote. Tout est au bon endroit, tu sais déjà comment ça se passe, tu sais ce qui va se passer. La voiture, elle est faite pour ça. Ça marche! Mais elle marche la pute, mais elle est pas d'origine. Le proprio il m'a dit elle est un peu modifiée. Mon cul, j'ai rien fait. J'ai pas passé les 6000.
la taille de l'oiseau qu'il y a sous le capot pour faire ce bruit-là. Et c'est ça qui est génial avec une GTR 34, j'avais déjà vu ça. C'est une paire de chaussures. Une paire de chaussures, quand tu les mets, tu te poses pas la question de comment elle marche, la paire de chaussures. Tu les mets et tu marches. Et ben une GTR 34, c'est pareil. Putain, j'étais à 200, j'ai rien fait. Comment elle marche? Est-ce que vous savez si le propriétaire a accès à un Toki et peut répondre à une question? Ouais, je suis là, dis-moi. Tu m'as dit prépa légère, t'as pas un peu menti? Je vois pas de quoi tu parles, elle marche un peu mieux que d'origine. Parce que je viens de m'arracher les yeux, elle marche sa grand-mère. Quand on va parler d'origine, elle a dans les 330 chevaux, mais la mienne, elle a un petit peu plus. C'est vrai, on a une centaine de chevaux en plus quand même. C'est ce qui me semblait. Bah écoute, merci beaucoup. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai pas passé les 6000. C'est ouf, parce qu'en dessous de 3000 tours, tu peux avoir l'impression d'avoir une Renault Zoé. Y a pas grand chose, ça met du temps, tu sens que ça a du mal un petit peu, ça respire pas en fait, tu sens que la voiture elle est un peu étouffée. Et puis, il y a un moment, c'est dans 3, 2, 1... Voilà, et là j'ai les yeux qui partent au fond du crâne. Voilà, exactement, c'était à ce moment très précis, j'espère que vous l'avez vu. C'est une expérience assez particulière des yeux qui regardent à l'intérieur du crâne, c'est un peu spécial, on va pas se mentir. Et le pire, c'est que Nissan qui était là pour respecter le Gentleman Agreement, je rappelle. Nissan qui était là pour faire bonne figure devant les autorités, vous inquiétez pas. Oui, j'ai tout prévu pour que ma voiture rupte à 10 000 d'origine. Et alors? Bah, je respecte les 280, monsieur l'agent. Et dans tout ça, Nissan, il savait ce qu'il faisait, il savait, hein. Mais il savait très bien ce qu'il faisait. Ça s'appelle de la préméditation, ça. Ça, au tribunal, ça coûte cher, ça. C'est une voiture, tu l'achètes d'origine à la concession pour faire semblant, tu l'amènes chez le préparateur d'à côté ou directement chez Nismo, je te dire, c'est Nissan directement, t'y colles un 500 bons chevaux dans la gueule, et allez. Ce que je te raconte de 40. À un moment, il y a beaucoup de voitures comme ça qui sont connues uniquement sur le papier, qui sont connues uniquement grâce à des films ou des jeux vidéo, on va en parler juste après. Là, cette voiture, elle était pas faite pour ça. Cette voiture, elle était juste faite pour aller faire de la course. Et comme il fallait la vendre d'origine pour pouvoir l'homologuer dans le championnat, ils étaient obligés d'en faire avec des plaques d'immatriculation. Et ils l'ont fait, ils ont collé des clignotants sur une voiture de course et ça suffisait largement. Et maintenant, on se retrouve avec ça, avec un engin de singe, le truc il a envie de t'arracher les yeux, tu tournes à peine la pression des turbos, t'as 500 bourrins. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le pire, c'est que le châssis va bien aussi. La voiture, elle est ultra précise. La voiture, elle est saine. Tu peux mettre pied dedans n'importe quand, ça passe tout par terre. Et avec les roues arrière directrices, la voiture, elle pivote toute seule. Le truc en automobile, déjà, c'est que c'est un monde qui est tout petit et c'est un monde qui est très connecté. Quand tu commences à comprendre qui a fait quoi et dans quel esprit, tu commences à comprendre plein de trucs. Notamment un truc qui est pourquoi cette voiture est tant connue. Pourquoi les gens n'ont que ce mot à la bouche, GTR 34. Pourquoi c'est tant une légende? Mais pour ça, Nissan a juste créé une voiture de course pour la route qui était faite pour être modifiée. Ça n'attendait que ça. Ils l'auraient vendu avec un sticker sur le capot, pitié modifie-moi, que ça aurait été la même chose. C'est pour ça que tout le monde l'a fait d'ailleurs. Vu que ces voitures étaient vendues pour pas grand chose à l'époque et vu que ces voitures se préparaient ultra facilement, t'avais un missile pour rien. Et avant que le marché s'envole et que les prix deviennent complètement débiles, à l'époque pour le prix d'une 911-9, t'avais une GTR 34 avec 1000 chevaux.
un énorme potentiel à pas cher, ces voitures ont commencé à devenir les reines du drag race. En même temps, qu'est-ce que tu veux dire? Le moteur est déjà prévu pour être modifié à 1000 chevaux en faisant pas grand-chose. T'as 4 roues motrices de l'espace qui encaissent toute la puissance. T'as un châssis de fou, t'as une gueule de malade. Il te faut quoi d'autre? Tu peux même monter à 4. Tu peux approcher les performances d'une Bugatti Veyron pour quoi? 1/20 du prix, et en plus t'as un coffre. Évidemment que les mecs les ont modifiés dans tous les sens. Ce qui a fait que naturellement cette voiture s'est retrouvée dans Fast and Furious. Évidemment, quand tu fais un film sur le tuning et des voitures qui vont vite, à l'époque, c'est juste normal que ça se retrouve dedans. Et si tu cumules le rayonnement des films au rayonnement des jeux vidéo, puisque ces voitures étaient extrêmement représentées dans les Gran Turismo, tu obtiens une voiture qui représente une époque. Si Nissan n'avait pas fabriqué ces voitures dans l'esprit d'être préparé, jamais on en aurait entendu parler. Jamais. Ça serait devenu une Mégane RS. Et c'est super, mais pas l'icône automobile du monde entier d'une époque. Tu vois, le châssis de l'espace, les roues directrices, le vectoriel et tout. En vrai, on s'en tape un peu. La preuve d'ailleurs, sa concurrente, la Supra, qui n'avait rien de tout ça à part juste un moteur préparable qui prenait encore plus de chevaux, est devenue tout autant une icône. Alors que la caisse est autrement plus une merguez. 4000, 5000, téléportation. 7000, 8000, 5e, retéléportation. Et on est déjà au bout de la ligne droite de 140. Et le pire, c'est que c'est cool à conduire. C'est même pas qu'un missile de ligne droite. Le truc, ça communique. Tout a été paramétré pour avoir le bon feeling au bon moment. Tu rentres la vitesse, c'est crac, crac, il n'y a pas un centimètre qui dépasse. Le frein, il est naturellement sous le pied. Le volant, il commande bien. L'accélérateur, il est dosable. C'est une voiture fabriquée par des passionnés. Et ça, tu peux le vivre uniquement quand tu montes dedans. Il y a des caisses comme ça. Il y a des caisses ultra performantes qui sont pas fabriquées comme ça. Une Tesla Model S Plaid, par exemple, était juste une berline ultra performante. C'est pas une voiture à conduire vite. Là, ce genre de voiture, c'est du jus de passion. Elle te demande qu'une chose, c'est rentrer la 2, rentrer l'embrayage, aller mettre la tête sur l'appui-tête et être satellisé. Allez, respirez, madame. Ça va bien se passer, madame. Allez, on pousse. Keep pushing. La notoriété qui lui est tombée dessus, je trouve, n'est pas méritée. Pas méritée dans le sens, elle en a pas les capacités, au contraire, elle est super. Pas méritée dans le sens, elle est trop bien pour ça. Elle est trop bien pour être considérée comme la caisse de Fast and Furious. Je suis désolé. Elle est trop bien pour être considérée comme c'est la caisse que j'avais dans Need for Speed, j'aimais bien. Une GTR 34, c'est beaucoup plus que ça. Putain. Qu'est-ce qu'elle arrache. Elle aurait mérité de rester entre les mains de passionnés qui les chouchoutent et pas entre les mains de spéculateurs américains qui essayent de se faire des billets de fou sur leur dos. D'ailleurs, savez-vous combien coûte une Nissan GTR 34 en ce moment? Vous posez peut-être la question en vous disant « Tiens, l'essai, il est sympa. Peut-être que je pourrais m'en acheter une !» Pour vous donner un exemple, le propriétaire qui a acheté cette voiture par pure passion l'a acheté en 2011 37 000 €, ce qui déjà à l'époque était très cher. Mais aujourd'hui, une voiture comme celle-ci coûterait entre 120 et 150 000 €. Voilà. Et ça, c'est uniquement la V-Spec de base. Parce que t'as la V-Spec 2, t'as la M-Spec, t'as la Neur, t'as plein de versions encore plus grosses qui coûtent encore plus cher. Et en fait, sur cette pauvre GTR 34, il lui est tombé plusieurs trucs sur le nez. Déjà, les gens qui avaient fantasmé dessus quand ils étaient plus jeunes commencent à avoir l'âge et l'argent de les acheter. Ce qui fait que la demande est très forte. À l'inverse, l'offre est de moins en moins fournie. Pour la simple et bonne raison que ces voitures passaient un temps terminé à la poubelle. Vu que ça coûtait super pas cher et vu qu'à l'époque, on s'en foutait de ces voitures-là, énormément d'exemplaires ont fini à la casse, ou massacrés, ou tunés, ou enroulés autour d'un arbre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les exemplaires disponibles propres se comptent sur les doigts d'une main. Et en ce moment, la demande est tellement élevée par rapport à une offre qui l'est pas vraiment que certains exemplaires un peu spécifiques et du bon coloris, notamment le fameux Midnight Purple, s'échangent à 300, 400, 500 000 €. Comment, vous avez pas entendu? Allô? Allez, hop. S'il te plaît, Titouan. Ben oui, il est tombé. Ben il est tombé. Ah ben oui, il a fait une syncope. Oui, il y a des exemplaires qui se sont déjà échangés à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, mon cendrier, même pas je le regarde tellement
il est dégueulasse. Demi-million d'euros, hein. Mais à ce prix-là, t'as la radio et la clim. Hein. C'est plus cher qu'une Ford GT 2005, qui est une voiture exceptionnellissime. Quasiment 2 fois plus cher qu'une Mercedes McLaren SLR. Je sais pas si on se rend compte des dingueries qu'on peut avoir pour un demi-million d'euros. C'est le prix d'une baraque de folie ou une GTR 34 violette. Par contre, à ce prix-là, ça réveille. Elle aurait mérité de rester entre les mains de gens qui savaient ce qu'ils achetaient, qui les respectaient, parce qu'aujourd'hui, ces voitures, vu qu'elles tombent dans des mains de gens qui achètent juste ça pour la gueule et parce que c'était dans Fast and Furious, il y a plein de gens qui les massacrent, il y a plein de gens qui les souillent, il y a plein de gens qui font n'importe quoi avec, et en vrai, c'est dommage. Quand tu vois à quel point le produit est réussi, ça fait chier de voir que t'as des animaux qui achètent ça et qui font grimper la cote pour les gens qui aimeraient bien en avoir une. Et je dis pas ça uniquement parce que je trouve que c'est trop cher et que j'aimerais en avoir une. Non. Alors, au rayon des défauts, 1, ça arrache les yeux. 2, c'est un peu lourdingue quand même. Quand tu la mets sur l'angle, heureusement que tu as les roues arrière directrices pour aider, mais dans l'absolu, ça masquera pas le fait que la voiture, elle a 200 à 300 kg de trop. La position de conduite est pas si ouf. Elle a le défaut de toutes les grosses voitures performantes. D'ailleurs, tu sais pas vraiment où est la limite. Je pense que c'est le genre de bagnole qui, emmenée fortement, peut être très dangereuse. Bah 2,40, j'ai rien fait, monsieur l'agent, j'ai rien fait. Alors les autres défauts, l'intérieur est pas terrible et il y a plein de bruits un peu bizarres. Il paraît que la fiabilité est ok, mais pas délirante non plus. C'est-à-dire que la voiture souffre pas mal déjà parce qu'il y a une pression de surhale qui est débile, et la voiture est lourde, et la voiture est très technologique, et la voiture est souvent sollicitée, ce qui fait qu'au total, c'est pas une voiture ultra fiable. Ensuite, il y a la conso. Ça fait à peu près 20 minutes que je vous parle et je viens de cramer la moitié du plein, c'est pas une blague. Faudra quand même prévoir un budget sans plomb 98 un peu copieux. Et entre le prix d'achat et surtout le coût d'entretien qui est devenu exorbitant depuis que ces voitures ont un prix exorbitant, ça fait que ça te dissuade un peu d'en acheter une quand même. Après, il y a un petit écran avec des petites jauges vertes qui est un peu sympa quand même. Et elle arrache les yeux. Je sais pas où cette voiture se dirige parce que ce qui arrive en général aux voitures qui prennent des grosses valeurs, c'est qu'elles fonctionnent plus, elles tournent plus, après c'est fini. Après ces caisses, elles se retrouvent remisées dans des musées ou dans des garages en y mettant le moins de bornes possible. Ça devient une icône, un objet de spéculation et comme plus personne la conduit, plus personne sait quel goût ça a. Je vous dis ça en 2025 et j'espère qu'elle va pas tomber là-dedans. J'espère que cette voiture va rester exploitée, utilisable, roulée, vécue. Vu comment le marché se dirige, je ne pense pas. C'est pour ça qu'il faut en profiter maintenant. Et je suis très content que le propriétaire Philippe me permette d'en profiter parce que c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai transmis pourquoi la GTR 34, pourquoi c'est bien, pourquoi tout le monde en veut une, pourquoi ça coûte une couille, et pourquoi finalement ça aurait peut-être été mieux si elle n'avait pas été si connue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez au pouce, pensez aux commentaires, merci aux propriétaires, merci à l'Anneau du Rhin qui nous prête la piste, et on se retrouve jeudi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo, et puis, gros bisous! Là, je suis en train de me dire, si je fais semblant de la rendre, que je me gare et en fait que je me barre d'un coup, il y a moyen que le proprio me rattrape pas. Et là, gagné une GTR 34 gratuite.